Ok, est-ce que tout le monde voit le PowerPoint en dynamique? Tu Oui, vois, Guillaume? Ouais, c'est bon. Ok, donc bienvenue à tous ceux qui sont présents. On va débuter. Donc le sujet, je pense que si vous êtes inscrits, vous avez tous été impactés par le sujet. Il va y avoir sur le sujet deux grands volets. D'accord? Je vais essayer de ne pas être trop bavard et de tenir on va dire en 45 minutes imparti. On va avoir une partie sur tout ce qui est lien entre la fiche de données de sécurité et la classification de transport. Donc on va faire le lien entre l'UNES, le site de l'ECA qui reprend GHSCLP et la classification de transport. Je vous ai pris des cas concrets parce que c'est vite empirique et théorique. Donc on est parti sur les grands standards de corrosivité, d'inflammabilité, de toxicité, de dangereux pour l'environnement et quid lorsque j'ai un mélange qui combine plusieurs de ces dangers. D'accord? Et comme on a aussi un volet fiche de sécurité avec la partie transport, on fera un focus sur plutôt du retour d'expérience, sur quid des opérateurs qui nous demandent des fiches de sécurité lorsqu'on veut envoyer, notamment par avion, des batteries et accumulateurs. Est-ce que c'est une demande légitime? Est-ce qu'elle est réglementaire? Est-ce que j'ai besoin de faire une fiche de sécurité? Pour mes piles et batteries, on va faire un petit focus retour d'expérience sur les obligations réglementaires sur ce point. Voilà le programme du moment. Alors, comme disait Guillaume, je vais me présenter, mais très très rapidement, parce que vous n'êtes pas forcément là pour ça. Donc, pour ceux qui m'ont jamais vu, ben, voilà, sans la barbe, à quoi je ressemble. Donc, je suis à la fois le directeur opérationnel d'étiquetage légal, Monsieur Lecause étant le gérant et le directeur de la société d'étiquetage légal, et qui s'occupe essentiellement de la réalisation d'étiquettes réglementaires sur la classification de l'étiquetage et l'emballage, donc CLP pour l'Europe, et en combiné avec le transport. Et je suis aussi le gérant de l'entité Légichem, qui est l'entité de conseil réglementaire. Là, si vous avez des problématiques de classification, des recherches de classification par rapport au manuel d'essai et d'épreuve ou de rédaction de fiches de sécurité, eh bien, cette entité a été construite, créée et mise en place pour répondre à toutes ces problématiques-là. Donc voilà. En off, si vous avez des questions, je serai là pour répondre. Vous avez notamment mes adresses mail. Ça peut être un lien privilégié si vous avez des interrogations. Alors, en préambule, ce que je vais vous présenter, c'est quand même un gros travail. Donc, il faut savoir que ce qui va être présenté ne vous sera pas adressé. D'accord? Si vous avez des questions ou des extractions au besoin, en tout ou partie, ce sera uniquement en partie. Vous me le demanderez et ce sera au cas par cas. Le support ne sera pas diffusé pour des raisons évidentes, euh, on va dire, vu la masse de travail que ça représente. Alors, en préambule, qui n'est pas vraiment un préambule, c'est plutôt une introduction, un propos liminaire. Il faut comprendre que tout ce que je vais vous aborder là est repris notamment au niveau de l'Organisation des Nations Unies, et vous m'avez entendu parler tout à l'heure de l'UNES. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'UNES, parce que je vais en parler plusieurs fois, il faut savoir que voilà, ce qui va nous intéresser notamment, et c'est un site internet très intéressant à connaître. Donc, c'est le site de l'UNES. C'est la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, d'accord? Et on va retrouver tout un tas de guides et de documents officiels sur ce site-là, notamment les ADR. On peut les retrouver ici. Donc, dans mes tableaux tout à l'heure, vous allez voir apparaître le logo UNES. Il faut savoir que ça vient de cette entité présente. Voilà, maintenant je ferme, ceci étant dit. Pour ceux qui veulent noter, hein, c'est unes.org. Donc ce qui va nous intéresser, c'est deux grands volets. On va avoir la partie transport qui est à droite, d'accord, avec les recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses en fonction des modes de transport, qu'elles soient par route, par voie ferrée, par aérienne, notamment ce qui va nous intéresser en partie aussi tout à l'heure pour les piles, par voie maritime et par voie fluviale. Chacun a ses particularités
liées à l'exposition au danger, hein. C'est pour ça que les marchandises dangereuses sont traitées dans des réglementations à part. Euh, et il y a une autre partie, qui est la partie qui vient du GHS, Système Global Harmonisé ou Global Harmonized System. Euh, je ne vais pas trop le détailler parce que c'est une journée qu'il nous faudrait, hein, mais qui donne les grandes recommandations sur la classification et l'harmonisation de classification des substances et des mélanges. D'accord? À l'intérieur, on va retrouver, alors il n'est pas en lien direct avec les ATP, mais c'est ce qui va nous donner les directives par rapport à notre règlement européen de CLP, de classification d'étiquetage et d'emballage. Donc c'est un règlement. Il est en application depuis 2015. Euh, c'est un règlement et pas une directive européenne, donc il n'a pas été transposé en droit français. Il est directement applicable, il a été directement codifié dans le Code du travail. Et c'est ce qui va nous intéresser par la suite pour la classification et l'étiquetage. Pour la partie fusionnée de sécurité, il faut savoir qu'elle prend sa source réglementaire dans l'annexe 2 de REACH. Pour ceux qui ont entendu, qui n'ont pas jamais entendu parler de REACH, et ils ne doivent pas être très nombreux, c'est le système qui permet pour les substances et les articles d'avoir l'autorisation de commercer sur le marché pour suite à l'évaluation et l'enregistrement des substances et des articles. Alors le mot article, il va avoir son sens, notamment quand on va parler tout à l'heure de piles et de batteries. Voilà, donc si vous cherchez des informations sur les filets de sécurité, c'est l'annexe 2 avec l'article 31 du règlement REACH. Donc ce qui nous intéresse, ça va être les interactions. Je pense que tout le monde voit ma souris. Ici, je vous ai fait une extraction du corps de certaines sections de la FDS. Donc, je suis désolé, mais le temps est très court, donc je ne vais pas redétailler les attendus. Il y a quand même un prérequis pour suivre ce webinaire, hein. Il faut savoir, faut déjà avoir vu des FDS et savoir un petit peu la genèse réglementaire des FDS et savoir comment elles sont construites. Ce qui nous intéresse, c'est trois sections prioritaires. On va avoir la section 2.1 qui va nous donner les informations sur, je pensais avoir fait le report, les informations sur la classification des substances et des mélanges. En section D2, 2 de la FDS, on aura tout le contenu d'une étiquette CLP, en l'occurrence réglementaire. Et en section 14, pour faire le lien avec la partie transport de marchandises dangereuses en fonction des modes, on aura la section 14 qui nous donnera 14.1, 14.2, 14.3 jusqu'à 14.6, toutes les informations suffisantes et nécessaires liées au classement et à l'étiquetage de notre transport, de notre marchandise dangereuse. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre le lien entre classification, CLP, et classification transport, voir les homogénéités, voir les divergences, et essayer de comprendre les interactions entre ces deux parties. Voilà, on peut passer très longtemps sur le sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'ATP, c'est les adaptations au progrès technique. C'est notamment là, on va retrouver toutes les évolutions de classification réglementaires, qu'elles soient harmonisation, restriction d'utilisation pour les substances dangereuses. Ça doit faire partie de votre boîte à outils de veille réglementaire. C'est très important. Bien, classif sur les sujets qui nous intéressent. Et Guillaume, je te laisse faire le timing, hein, parce que j'ai pas d'horloge devant moi. Tu me diras si je suis trop long ou trop court. Pour l'instant, Euh, on est temps. oui, je m'en doute. Pour l'instant, voilà, je vous ai juste fait une petite copie d'écran de la partie 14 d'une fiche de sécurité. Alors, c'est notamment pour la partie transport, pour que tout le monde soit bien conscient. On a notre code ONU. Je ne vais pas rentrer sur le détail, qui va nous avoir un impact. La désignation officielle de transport avec le nom chimique, si besoin était par rapport aux dispositions spéciales. La partie étiquetage avec les codes des étiquettes de danger. Le groupe d'emballage, ce sera très important à prendre en compte tout à l'heure. Donc, c'est une criticité, c'est un degré relatif de dangerosité. 1, 2, 3, du plus dangereux au moins dangereux en termes de criticité. D'accord? Et après, en fonction des modes de transport, on va avoir tout un tas d'informations distinctes, notamment sur les quantités limitées et sur les informations sur le packaging et sur l'emballage réglementaire à apposer.
Si je rentre dans le détail maintenant sur... Alors j'ai une barre qui est très embêtante là-haut, mais c'est pas grave. Je vais tout vous afficher. Ce qui est important de noter, et ce qu'on va voir dans le détail tout à l'heure, effectivement, et il y aura une synthèse aussi, le travail, ça va être de regarder la cohérence, notamment si c'est des fiches de données de sécurité que vous recevez de vos fournisseurs. Ça va être la cohérence entre les sections ou les rubriques 2 et 14. Ensuite, ce sera de vérifier et de prendre les informations des rubriques 2.1, notamment, pour voir les interactions avec le 14. Et si vous rédigez des fiches de données de sécurité, l'interaction entre le 2.1 et le 14 pour le choix des codes nus et des groupes d'emballage. C'est l'exercice qu'on va faire après. L'élément d'étiquetage, c'est évident, il faut regarder la corrélation entre vos étiquettes et vos FDS. Hein. S'il y a une divergence entre les deux, il faut essayer de comprendre pourquoi, et surtout, c'est embêtant parce que potentiellement on est sanctionnable. Donc voilà ce que je vais vous proposer. On va avoir la partie 2.2 et la partie 2.1. Donc voilà comment c'est construit dans une fiche de données de sécurité en bonne et due forme. D'accord. Et on va avoir la section 14 de la fiche de données de sécurité. Normalement, j'ai des petites animations qui apparaissent. Voilà. Je vous ai pris un premier exemple où on voit apparaître, c'est pour se familiariser avec les termes, on voit apparaître le texte liquide inflammable catégorie 3, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, avec sa mention H, H pour hasard, pour les plus anciens comme moi qui connaissaient les directives, ben, avant c'était des phrases R et S, donc là en l'occurrence c'était une phrase R, on est passé en H 226, donc le premier digit indique qu'on est sur un danger physique et pas santé ni environnemental. Et on a une corrélation entre effectivement mon H226 et mon étiquette de danger classe 3 pour indiquer que c'est un liquide inflammable. On va voir juste après comment on fait comment on relie ces deux. Un autre exemple, corrosion cutanée catégorie 1B, on verra après. On fait le lien, bien sûr, avec la mention H314, donc le 3 indique que c'est un danger santé, avec l'étiquette de danger classe 8 que vous connaissez certainement tous. Tout à l'heure, pour les mélanges, on verra les prépondérances notamment. Là, on voit apparaître qu'on a une étiquette risque principal corrosive et risque secondaire inflammable. Quand on a un mélange, quand on a une classification avec plusieurs mentions H, c'est important de savoir qu'est-ce qui est prépondérant. On fera les exercices tout à l'heure. Donc voilà ce que je vous ai extrait de l'UNES. Ça, c'est très intéressant. Je repars sur mes corrosifs, hein, c'est le premier cas. Je vais tout faire apparaître, ce sera plus simple. Hein. Voilà. Donc, je vous ai fait apparaître l'UNES. Je vous ai fait apparaître sur le site de l'ECA, pour ceux qui connaissent par, là, c'est une extraction du tableau 3.2.1 du règlement CLP. Et l'exercice, c'est de comprendre que sur le site de l'UNES, on va avoir une information sur la corrosion et notamment l'irritation cutanée. On va avoir 4 catégories de dangers GHS qui sont repris dans le CLP, ici présente. D'accord. On va nous indiquer qu'en termes de division au niveau de l'ONU, on est bien sur un classe 8. L'UNES nous donne les pictogrammes du GHS, qui sont aussi les pictogrammes du CLP, bien sûr, les réglementations transport, et la mention d'avertissement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'ai pas le temps. Et la mention de danger GHS-CLP provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. On a le H314, on va voir après comment j'arrive à ce niveau-là. Et on voit qu'entre l'UNES et les chats, voilà, mes catégories me donnent, par rapport au manuel d'essai et d'épreuve, des informations sur comment je vais déterminer une catégorie de dangerosité. Là, en l'occurrence, si je prends le catégorie 1, on me dit que, suivant le manuel d'essai et d'épreuve, c'est une destruction des tissus de la peau, c'est-à-dire une nécrose, on ne parle pas de brûlure, on parle de nécrose, allant de l'épiderme le plus profond au derme, qui est visible sur au moins un animal à la suite d'une exposition de moins de 4 heures. En fait, plus on va descendre, plus la réaction va être lente ou faible. Eh bien, on se rend compte que si je fais apparaître cette information-là, on se rend compte que le siège de lésion est très important. Première différence, quand je suis en corrosion cutanée ou irritation cutanée, on voit qu'il y a une cohérence avec la partie transport. Donc, dans ma FDS, je vais avoir une cohérence entre ma section 2.1 et ma section 14. Par contre, si je suis sur un siège des lésions
oculaire, que ce soit une opacification cornéenne ou une simple irritation oculaire, ben, on se rend compte que le siège de lésion pour le transport n'est pas pris en compte. Donc déjà, première différence, on se rendra compte que pour les mentions H318, 319 et 320, en section 14 de la FDS, pour peu qu'on ait que ce danger-là, on n'aura pas de classification de transport. Ça, c'est le premier point. Donc H318 avec un corrosif n'entre pas dans les critères, alors là, je vous l'ai mis pour la route, de l'accord européen pour le transport de marchandises dangereuses par route. Le lien entre le CLP et le transport. Eh bien, chance, on se rend compte que, suivant l'UNES, je vais tout faire apparaître, ce sera plus simple. Voilà. Peut-être plutôt comme ça d'abord, parce que je vais apporter une information complémentaire. On se rend compte qu'on a une cohérence entre, si je prends la catégorie 1A, par exemple, réaction de corrosion sur au moins un animal à la suite d'une exposition de moins de 3 minutes pendant une période d'observation de 1 heure, eh bien, on se rend compte que si je suis sur du moins de 3 minutes, moins d'une heure avec des lésions irréversibles du tissu cutané, l'UNES me dit que je vais avoir un produit corrosif pour la peau du groupe d'emballage 1. Donc, en gros, ma sous-catégorie 1A H314 en CLP va déclencher donc, un groupe une classe de danger 8 avec un groupe d'emballage 1. Là, on voit la cohérence immédiate. Quand on rédige une fiche de sécurité, on se sert de ça, notamment pour avoir la classification. Après, je vais introduire quelque chose d'un petit peu embêtant, on va dire ça pour rajouter un petit peu de complexité. Je vous ai pris de la soude, parce que c'est le cas. Euh, Maintenant, dans les fiches de sécurité, depuis le règlement 878/2020, d'accord, donc toutes vos FDS doivent être maintenant conformes à minima à ce règlement. Dans la section 3.2, pour les mélanges, on fait apparaître les valeurs limites spécifiques. Alors, il y a des substances qui ont des valeurs limites génériques, qui sont standardisées, qui permettent, en fonction du seuil en massique, quand on dépasse ce seuil, de déclencher une dangerosité. Eh bien, pour certaines substances, notamment la soude, on n'a pas des valeurs génériques, on a des valeurs spécifiques qui sont généralement plus contraignantes. C'est le cas, par exemple, pour la soude. On voit que dès l'instant où j'ai une concentration supérieure dans mon mélange à 5% en masse, je vais déclencher un corrosif 1A. Donc, je vous rappelle, un corrosif 1A, c'est celui-là. Donc après, la difficulté, ça va être par rapport à la réglementation de transport, parce qu'on va avoir potentiellement, pour le 1A, d'accord. On va avoir une problématique de choix. Vous voyez, quand je prends le tableau A, par exemple, de l'ADR, sur du H404, du H1840, 14, pardon, hydroxyde de potassium, excusez-moi, je mélange un peu, c'est pas de la soude, c'est l'hydroxyde de potassium. J'avais fait un autre exemple hier sur un autre sujet, je me suis mélangé les pinceaux. On voit que là, on peut avoir deux groupes d'emballage différents. D'accord. Et bien, dans ce cas, présent, très très important, lorsque je déclenche sur une valeur spécifique un H314, d'accord, avec une concentration en masse supérieure à 5%, d'accord, eh bien, il faudra prendre, euh, en l'occurrence, si je suis le site de l'ECHA, il faudrait prendre en l'occurrence, d'accord, le groupe d'emballage 1, sauf qu'on sait tous très bien qu'un groupe d'emballage 1 pour des produits corrosifs, ça nous pose de gros problèmes. Donc là, on voit une première différence entre la partie GHS-CVP et la partie transport. Je ne vais pas plus loin dans le débat parce qu'il faudrait rentrer dans les considérations plus techniques derrière pour classer. Donc ça n'existe que pour les yeux. Ça n'existe pas pour les yeux. Et attention, donc aux valeurs limites spécifiques. Première clé d'entrée, vérifiez que vos fichiers de sécurité sont à jour, que dans la section 3.2, dans les tableaux pour les mélanges, on a bien, le cas échéant, les valeurs spécifiques et bien prendre en compte ces valeurs spécifiques pour classer, d'accord, au CLP votre mélange et en fonction du classement mélange, reprendre cette conversion-là pour avoir la bonne classification transport. Le seul moyen de déclasser, on est d'accord, ce serait de faire
Nonobstant, comme on va le voir tout à l'heure sur le toxique, faire un calcul empirique, ce serait de faire une analyse en laboratoire. Par exemple, pour ce qui nous intéresse là, ce serait suivre le manuel d'essai et d'épreuve, prendre la méthode OCDE 404 et faire une analyse pour voir effectivement dans la réalité le seuil de classification. Et ça nous permettrait peut-être de déclasser et du coup de choisir des emballages qui auraient moins d'impact en termes d'agrément et qui seraient surtout moins chers. Le cas des corrosifs pour les métaux, il faut aussi en parler. Voilà. Attention, lorsque je déclenche avec l'UNES, notamment un H290, hein, on a un impact sur la partie transport. Le H290 déclenche automatiquement une classe 8, groupe d'emballage 3. Voilà. Souvent, on me pose la question, hein. Effectivement, si on veut faire une analyse laboratoire, bah, je vous ai mis l'extrait, hein, des vitesses de corrosion sur la surface en acier ou alu à une vitesse de 6,25 mm par an, à une température d'essai, blablabla. Voilà. Voilà la valeur réelle. Si on va sur le site de l'UNES, j'ai un H290, je déclenche automatiquement une classe 8, groupe d'emballage 3, pour la partie transport. Pour les inflammables, beaucoup de cohérence sur les inflammables. Toujours sur le site de l'UNES, je vais avoir mes mentions H, 224, 225, 226, 227, d'accord. Euh, On se rend compte que pour tout de suite le H227, on n'a pas de pictogramme, d'accord, ni en CLP ni en transport. Pour la partie liquide inflammable, eh bien, on voit qu'il y a une cohérence au niveau de l'étiquette de danger et du pictogramme CLP. Pourquoi? Voilà la partie CLP. Ce qu'il y a lieu de prendre en compte, c'est le point éclair et le point d'ébullition. Alors, important, dans la fiche de données de sécurité, on a une information qui est en section 9 de la fiche de données de sécurité. On ne peut pas classer les liquides inflammables si on n'a pas de valeur physico-chimique qui sont de deux natures. Le point éclair, température à laquelle, si j'apporte une source d'émission, j'ai les vapeurs de mon liquide qui s'enflamment, et si j'enlève la source d'émission, cette inflammation s'arrête spontanément. Ça, c'est le point éclair. Ne pas confondre avec les autres points. D'accord? Et pour le cas où j'ai des points éclairs inférieurs à 23 degrés, ben, mon seul moyen de faire la distinction réglementaire, c'est de ne pas oublier de mettre la température d'ébullition, moins 35, plus de 35 degrés. Et ça, c'est très important parce que on a, là, je crois que c'est dans mon tableau d'après, je reviendrai après, ah non, je ne l'ai pas mis, on a la cohérence avec la partie transport. Donc, tous ceux qui sont aguerris, ils vont en section 2.3 de 2.3 de l'ADR notamment, et ils verront que le tableau, notamment pour identifier les groupes d'emballage, reprennent exactement point éclair, point d'ébullition et reprennent exactement ces valeurs. Ce qui fait que quand j'ai un produit liquide inflammable avec un point éclair, par exemple, de 22 degrés et une température d'ébullition supérieure à 35 degrés, je vais déclencher un H225 catégorie 2 et je déclencherai un groupe d'emballage catégorie 2. C'est exactement comme dans les tableaux de l'ADR. Si j'ai un point éclair inférieur à 23 degrés et une température d'ébullition à 35 degrés, eh bien, j'aurai un groupe d'emballage 1. Si je suis au-dessus de 23 degrés, je m'occupe plus de la température d'ébullition et je serai en groupe d'emballage 3. Un petit focus, attention, la limite du point éclair à 60 degrés. Une valeur GHS, c'est une valeur CLP. D'accord. Lorsqu'on va dans d'autres pays, notamment les États-Unis, attention, le seuil limite, c'est plus 60, ça peut monter à 93. Et attention aussi, ce qui n'est pas repris dans le CLP, mais ce qui est repris dans le transport, c'est dans le cas où on a un point éclair supérieur à 60 degrés et que l'on transporte le produit à une température supérieure à 60, à son point éclair, sans dépasser bien sûr la notion des 100 degrés. On a une différence. On peut transporter un produit inflammable, dès l'instant où je suis en dessous de 100 degrés, mais au-dessus de son point éclair, alors qu'il ne sera pas classé en CLP si son point éclair est à 70 degrés, par exemple. Donc là, on peut avoir une différence. Ne pas oublier les autres valeurs physico-chimiques qui peuvent classer ou déclasser la visco, la température, la tension de vapeur à 50 degrés, qui sont des valeurs qui doivent être dans la section 9 de la FDS, la séparation des solvants le cas échéant, et la teneur en liquide inflammable pour les mélanges. Donc tout ça, on doit retrouver ça en section 9. Voilà, j'essaye de tenir
Ouais, dans le timing. Alors, Christophe, juste une petite pause, 30 secondes. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? C'était clair? Il y a Je des vais le choses sur faire juste lesquelles je vais après. revenir, Mais vas-y. Ouais. parce que c'est vraiment très, très technique, très intéressant, mais très technique. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ou si vous voulez qu'on revienne sur un point mal Peut-être compris. à la fin, sinon. Ouais. Je pense qu'on aura peut-être des questions sur les tox, parce que parlant de technique, ce sera pire, et peut-être sur les piliers batteries. D'accord. Bah, apparemment, il n'y a pas de questions. Tu peux continuer. Bon, bah, je continue. D'accord. Euh, Alors, comme disait Guillaume, c'est très technique. Bon, à mon avis, il y a plein de gens aguerris qui suivent le support. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus embêtant. J'ai beaucoup plus de questions sur le sujet. C'est la notion des tox. Hein. La notion des tox, déjà un préambule. Donc, pour classer des produits toxiques, substances et mélanges, on va bien faire la différence parce qu'il y a une clé de calcul. Il faut bien prendre en compte le siège des lésions. Ça, c'est très important. Là, je vous ai mis exemple mélange et substance toxélues. Donc, on peut avoir de l'oral, d'accord, euh, milligrammes par kilogramme en poids corporel. C'est quoi cette histoire? C'est la notion, pour ceux qui connaissent, de dose létale 50. C'est-à-dire qu'en laboratoire, le GHS et le règlement CLP nous dit qu'il faut vraiment ne pas faire d'analyse au laboratoire ou n'en faire que quand on est vraiment contraint, d'accord? Mais la dose létale 50, c'est quoi? On prend des rats, des petits rongeurs qui sont calibrés, 30 grammes, qui sont bien maîtrisés au niveau des maladies potentielles et autres, qui sont vraiment neutres, et on regarde, en ingestion d'équivalent poids de corps, à quel moment on va décimer 50% de la population. Ça va nous donner une valeur arbitraire qu'on va comparer à des ABAC, on va voir après et qui va nous donner une information en termes de communication sur le degré, sur la criticité de toxicité du produit qui est testé. Donc je l'ai en oral, je l'ai en cutané, je l'ai en inhalation, et dans l'inhalation, vous avez eu le temps de lire pendant que je parlais, j'ai tout un tas d'informations. C'est très important, je vais être un peu basique, un peu binaire, mais c'est très important de ne pas comparer des choux et des carottes. Hein. Quand on va traiter d'oral, on ne traitera que d'oral. Quand on va traiter de cutané, on traitera de cutané. Et il ne faudra surtout pas mélanger les mentions H, et si j'ai un mélange avec des substances qui ont une tox orale et d'autres qui ont une tox cutanée, il ne faudra surtout pas se louper dans le calcul réglementaire et ne pas mélanger les valeurs. Sinon, on aura des valeurs complètement erronées. Toujours pareil, mon site de l'UNES, je vous ai pris l'exemple des tox aigus. Donc, on retrouve bien mes sièges de lésion avec mes catégories, d'accord? On retrouve bien mes gaz toxiques et mes liquides toxiques. On retrouve bien le pictogramme de la tête de mort sur ces deux tibias. On retrouve bien les étiquettes de danger et transport, la mention d'avertissement et les mentions H associées. Mais quand on fait faire le calcul des mélanges, c'est ça qui est important. Il faudra bien prendre en compte les oraux ou les cutanés et ne pas mélanger dans le calcul un cutané et un oral. Sinon, le calcul est faux. On va le voir après. Voilà ce qu'on appelle par rapport aux critères de classification, voilà comment on retrouve la chose. J'ai mes voies d'exposition qu'on retrouve là, oral, cutané, gaz, vapeur, poussière et brouillard. Je retrouve mes intervalles de valeur expérimentale, d'accord, avec mes catégories, hein, qui sont ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, avec mes catégories et mes valeurs seuil, c'est-à-dire c'est des fourchettes entre 0 et 5, en milligrammes par kilogramme, entre 5 et 500, et on a à côté l'ETA, les estimations de toxicité aiguë qu'on doit retrouver depuis le règlement 2020-878 dans la section 3.2, en l'occurrence dans le tableau de la section 3.2 pour les mélanges qui ont des ETA. D'accord. On va voir après à quoi ça nous sert en termes de calcul. Vous voyez, sur une catégorie entre 5 et 50, l'ETA estimé est à 5. On va voir tout à l'heure comment ça marche. Et voilà à quoi ça correspond. C'est bon, je suis en catégorie 1, donc inférieur à 5. Je vais déclencher un H300 ou un H310 quand je suis en cutané ou un H330 quand je suis un gaz. Quand je vais déclencher 5 à 50, d'accord, euh, j'aurai une catégorie 2. Voilà, et ainsi de suite. Je vais pas le faire pour tous, vous avez compris. Il faut derrière, le plus important, c'est aller dans les calculs pour déterminer la catégorie de danger d'un mélange. Comment ça marche? Je suis désolé, c'est une formule un peu bizarre, mais vous allez voir dans la pratique, c'est pas compliqué du tout. J'ai un mélange,
qui est constitué de A à F substances avec des valeurs. Alors attention, on prend toujours des valeurs massiques, hein, très important, d'accord, avec des mentions H différentes. Eh bien, quand je vais faire le calcul d'ETA pour mon mélange, je vais prendre les substances qui ont les mêmes sièges de lésion. Donc là, je vous les ai entourées. Et comment ça marche? Cette formule un petit peu barbare, quoique, hein, c'est pas compliqué. L'équivalent toxicité aiguë du mélange, elle se calcule comme ça, sur une base 100. D'accord. Je vais prendre la valeur massique de chacun des constituants qui a le même siège de lésion. Je vais la ramener donc, au dénominateur avec la valeur de l'ETA théorique. D'accord. Donc en l'occurrence, pour cette substance A, eh bien, j'irai dans la fiche de sécurité dans lequel, dans la section 10, section 11, je vais avoir la DL50 du mélange, de la substance, d'accord? Donc en l'occurrence, pour cette substance, sa DL50 est à 500. Donc je vais faire sa valeur massique sur sa DL50, d'où l'intérêt d'avoir des fiches de sécurité qui sont bien rédigées, qui sont complètes. La deuxième substance, j'ai 15% en masse, sa DL50 est à 100. Et ma troisième substance est à 0,9% en masse, et sa DL50, que j'aurais repris dans la fiche de sécurité, est à 5. Quand je fais le calcul, je tombe sur une valeur de 294. Là, c'est ce que je vous ai dit là, je bascule. Je tombe sur une valeur qui est à 294, d'accord? Donc je vais dans mon tableau qui était sur la page d'avant, 294, je tombe dans la catégorie 3 avec une équivalence toxicité aiguë qui est à 100. Donc ma catégorie 3, du coup, voilà, c'est la petite animation, hein. Ma catégorie 3, donc, elle va vous donner, j'étais bien en oral, d'accord? Et bien du coup, je vais avoir une toxicité en cas d'ingestion. Sur le slide que je vous ai montré avant, hein, catégorie 3, ça donnait le H301. Voilà comment j'arrive à mon calcul de toxicité de mon mélange. Et comme sur le site de l'UNES, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai l'équivalent en partie transport, et bien mon H301, il va déclencher pour mon transport. Si jamais je suis sur un mélange, je suis très souvent soumis à des noms spécifiés par ailleurs. Donc la grande question de quel code ONU je choisis et quel groupe d'emballage je choisis. Et en l'occurrence, là, avec un H301, on sait qu'on va déclencher un cystin avec un groupe d'emballage 3. Et on choisira, en l'occurrence, le code ONU qui va se rapprocher le plus par rapport au tableau, aux sections de l'ADR. On prendra un liquide. Bon, il faut connaître un petit peu de chimie, savoir s'il est organique ou pas. On aura un liquide organique toxique non spécifié par ailleurs. Et comme on aura la disposition spéciale 274 ou 381, eh bien, il faudra faire apparaître le ou les noms chimiques, hein, chimiques, j'entends bien, hein, pas commerciaux, le ou les noms chimiques de la substance ou des substances qui apportent la dangerosité. Voilà comment on fait un calcul de toxicité sur un mélange. Je dis bien un calcul et pas une analyse laboratoire, c'est ce qui est préconisé. Un calcul de toxicité d'un mélange qui nous permet de définir les mentions CLP et qui nous permet de définir le transport. Cette formule chimique, cette formule mathématique, vous la trouvez dans les différents règlements. C'est-à-dire que si vous allez dans le règlement de transport, vous trouverez la même formule. Il y a le lien entre les deux, donc le calcul est identique. Si vous faites le calcul en utilisant l'ADR, si vous faites le calcul en utilisant GHS-CLP, vous devez tomber sur le même résultat. Autre cas particulier, quand cas où j'ai des CMR, eh bien, les CMR, la partie cancérigène, on retrouve une information importante. Elles vont être classées au CLP, mais elles ne sont pas classées au transport. D'accord? Donc, j'aurai sur mes emballages transport uniquement l'étiquetage, s'il n'y a pas de toxicité aiguë, orale ou inhalation, bien sûr, hein, j'aurai sur mon étiquetage transport uniquement en fait l'étiquetage CLP. Ça, c'est la différence. Et j'aurai rien en section 14. Voilà. C'était une petite extraction pour vous montrer sur le site de l'ECHA à quoi ça ressemble. Là, on voit l'information, le warning, le pictogramme nuit à la santé, c'est son petit nom officiel, sa catégorie, sa mention. On n'aura que ça sur l'étiquetage. Et en l'occurrence,
Pour le dichlorométhane, ah oui, c'est pour ça que je voulais vous montrer l'exemple. Pour le dichlorométhane, en l'occurrence, je ne me rappelle pas pourquoi je voulais montrer ça, sur l'INES, on voit qu'il n'est pas classé, que la cancérogénicité n'est pas classée, mais pour le dichloro, j'ai des notions spécifiques, et dans le transport, on retrouve un code nu, un 6-1 et un 3. Donc c'était la petite particularité, effectivement. Sur le site de l'INES, on peut avoir des informations ici qui sont vides, mais attention, ne pas oublier aussi d'aller dans la réglementation de transport, parce qu'on a des cas particuliers, notamment sur les CMR, et en l'occurrence le dichlorométhane, qui est très utilisé dans les laboratoires. On va retrouver une information sur le fait qu'il soit liquide toxique, catégorie 3. Voilà, c'est la petite animation que je voulais faire entre les deux. Attention, on peut avoir des divergences. J'avance un petit peu. Le cas des dangereux pour l'environnement, bon, ça, depuis 2011, la classif UNES, la classif CLP et la classif transport a été harmonisée, donc il n'y a pas de divergence. Quand j'ai une classif quand j'ai une classif CLP H400, H410, H411, je retrouve la même classification au niveau du transport, donc l'étiquette de danger et sa marque complémentaire matière dangereux pour l'environnement. Il y a une cohérence, il n'y a pas de divergence. Donc, si vous avez une classification CLP avec des H400, 410, 411, d'accord, vous devez retrouver en section 14 une classification transport. Là, en l'occurrence, c'est un produit qui n'est que dangereux pour l'environnement. Il est que dangereux pour l'environnement liquide. Je vais retrouver l'étiquette de danger classe 9 et la marque dangereux pour l'environnement. Il doit y avoir une cohérence entre les deux. On ne peut pas avoir de 400, 410, 411 sans classification transport. Et quand j'ai une classification transport dangereux pour l'environnement liquide ou solide, j'aurai automatiquement aussi une classification CLP. Il y a une cohérence entre les deux. Par contre, attention, sur les aigus de 3 et les chroniques 3-4, je n'ai pas de classification et je n'aurai pas d'information sur l'étiquetage des emballages. Par contre, dans la section 2.2 de la FDS et 2.1 de la FDS, j'aurai bien les informations 401, 402, 412 et 413. Et sur l'étiquette, j'aurai bien aussi les informations 401, 402, 412 et 413. Simplement, je ne serai pas pictogrammé, je n'aurai pas d'informations pour la partie transport. Quid maintenant quand j'ai un mélange? Voilà, je vous ai pris un petit produit sympathique, hein. Il est à la fois corrosif, il est à la fois dangereux pour l'environnement, il a le petit symbole nuit nuit pour la santé, euh, parce il est reprotoxe, susceptible de nuire au fœtus, d'accord? Et il a une information tox parce qu'il est mortel par ingestion ou par contact cutané. Qu'est-ce que je fais au niveau du transport avec tout ça? Là, en l'occurrence, on voit que, je vous ai déjà fait le calcul, après je vous explique pourquoi, on voit que au niveau du CLP, je suis H300, H310. Donc, on a vu dans les études avant que le H310, le H300 déclenchait l'information de toxicité. On a vu tout à l'heure que le H314 déclenchait l'information de corrosivité. D'accord. Maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'il est 8-6-1 ou est-ce qu'il est 6-1-8? Comment je fais? Eh bien, dans ce cas-là, bon, le dangereux pour l'environnement, vous avez compris la méthodologie, hein. Eh bien, dans ce cas-là, on va utiliser le tableau de prépondérance. En l'occurrence, je vous ai mis un H314 catégorie 1, classe 8, groupe d'emballage 1, d'accord? Et je vous ai mis un tox, d'accord? Alors, on va retrouver les sièges des lésions. C'est un liquide, donc dans ce cas-là, dans mon tableau de prépondérance, mon liquide, on me dit que si j'ai un 8,1 et du 6,1, 6,2, 6 en dermal, en inhalation ou en oral, eh bien, la prépondérance fait que mon liquide sera classé en 8, groupe d'emballage 1. Et donc mon risque subsidiaire, ce sera du 6,1. Voilà comment on fait pour arriver à cette classification. Donc, très important, le 2 à 1, 3, 10. Voilà. Puis après, vous avez la partie étiquetage qui va bien. Ok. En conclusion, je suis désolé, c'est très très court. On pourrait passer la journée dessus pour vraiment rentrer dans les détails.
En conclusion, hein, les points de cohérence à vérifier entre les FDS et la partie transport. Donc, bien vérifier les mentions H et la corrélation entre la section 2.2 et 2.1. Bien vérifier les mentions H avec la corrélation 14. Je vous laisse lire ce qui est présent, mais bien vérifier qu'en section 9, en section 11, j'ai toutes les informations, notamment la section 11, elle est très très importante pour la classif détox. La section 12, elle est très importante pour la classif des dangereux pour l'environnement. Et la section 9, eh bien, si j'ai pas d'informations dans la section 9, je ne peux pas faire grand-chose en fait. Depuis le règlement 878/2020, bien faire attention que vos fichiers de sécurité sont mis à jour à minima par rapport à ce règlement. Notamment dans ce règlement, on va retrouver quoi? En section 3.2, on va vous demander de faire apparaître les valeurs limites spécifiques, ce qui n'était pas le cas avant, de faire apparaître les ETA, ce qui n'était pas le cas avant. Et si jamais vous avez des nanos, hein, s'il y en a qui font des déclarations R nano, ne pas oublier dans la section 3.2 de mettre aussi maintenant, c'est une obligation, les informations, notamment la notion de spectre granulomètrique pour les nanos. Voilà la petite conclusion. Maintenant, bah, Guillaume, si tu veux poser et voir si des gens ont des questions, sinon on va passer sur la partie pile-batterie. Voilà, on a fini la partie classification. Alors, c'est vrai que beaucoup de chiffres, beaucoup de données, c'est très intéressant. Donc, si vous avez des questions, bah, c'est le moment. Sinon, on passe directement à la partie piles et batteries au lithium, voir un peu ce qu'il en est pour ces produits. Je regarde. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, on peut attaquer la partie piles et batteries. Ok, bien. Alors, allons-y. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais pile, batterie, il y a des petites différences. Donc, on a les primaires qui sont non rechargeables, d'accord, anode lithium, métallique ou composé lithium, et on a batterie lithium-métal ou lithium-ion, d'accord, qui sont des piles-boutons, qui ne sont pas rechargeables, qu'on peut retrouver dans les montres, dans les calculatrices, dans les détecteurs de fumée, d'accord. Ça, lithium-métal. On a les lithium-ion, notamment, là, ce qu'on appelle des secondaires. Elles sont rechargeables. Donc déjà, il faut bien faire la distinction, d'accord. Voilà. Dans la réglementation transport, je vous ai mis la nouvelle étiquette de danger classe 9 pour les piles. D'accord? On va retrouver deux grandes tendances. Les piles toutes seules, on va retrouver en 3080 les lithium ioniques, en 3090 les non rechargeables, les lithium métal. Et après, les autres déclinaisons, en fait, eh bien, ça va être de savoir si ces batteries, elles sont contenues, c'est-à-dire qu'elles sont directement dans un équipement, ou elles sont emballées avec un équipement. D'accord? C'est ce qui va permettre de définir le choix des codes ONU, d'accord? Et notamment le contenu est emballé. On va avoir des dispositions spéciales et on va voir, notamment au IATA, des informations différentes sur l'emballage. On aura des dispositions d'emballage qui seront différentes en fonction si je suis contenu et si je suis emballé. Petite particularité, 3480 batterie seule, 3481, ça c'est notamment à l'approche des Jeux Olympiques, hein. 3080, j'ai une roue et j'ai le guidon amovible, et 3171, si c'est un véhicule complet. Donc ne pas oublier qu'on peut avoir des éléments pile-batterie, d'accord, qui ne sont pas considérés classés pile-batterie, mais qui sont considérés et classés véhicules. Notamment, c'est la grande mode, hein, de transporter des voitures avec des planchers batterie, notamment les voitures électriques, hein, pour citer la célèbre marque américaine. Alors, au niveau du transport, hein, c'est un véhicule, donc il sera classé 3161, 3171. Rappel par rapport à 2023, hein, le nouveau règlement 2023. Euh, on doit faire un procès verbal, hein, pour tout ce qui est fabriqué après 30 juin 2023. On doit avoir un procès verbal d'épreuve, d'accord? Tout ce qui est indiqué dans le manuel d'essai et d'épreuve et des des critères, d'accord? Euh, donne toutes les informations de grammage, de puissance, hein, à minima nécessaires. Mais ça ne concerne pas les piles-boutons. Monter dans un équipement. Vous voulez vendre 200 montres, vous voulez les transporter, les piles-boutons ne sont pas classés et vos batteries, vos montres ne seront pas classées.
Attention, je vous l'ai fait apparaître avant, il y a une nouvelle marque, d'accord, suivant la DS 188, d'accord. Ce qui est impactant notamment, vous allez le voir, il n'y a plus besoin du numéro de téléphone. Il n'est plus requis. Par contre, vous pouvez continuer, ceux qui ont un stock d'étiquettes, vous pouvez continuer jusqu'en 2026 à utiliser les anciennes étiquettes. Bon, ça, c'est des petits prérequis rapides. Ce qui nous intéresse, c'est, pour un petit peu retour d'expérience, est-ce que j'ai besoin de faire une FDS pour les batteries? Beaucoup de textes. Si on se réfère au guide, je vous ai souligné ce qui nous intéresse, si on se réfère au guide des exigences applicables aux substances contenues dans les articles, donc le guide du SIA, j'ai parlé de REACH tout à l'heure, d'accord, on va prendre en compte la notion d'article dont une substance, en l'occurrence mon lithium, hein, un mélange fait partie intégrante. Notamment, bah, dans la réglementation à l'époque, dans l'exemple, on ne parlait pas de batterie, là, on vous a mis un thermomètre liquide. On va avoir une information très importante, c'est ce fameux tableau. Il y a dans le tableau, que je vous laisse lire, j'ai l'information batterie. Et la batterie, d'accord, elle est comprise dans la notion d'article. Donc, si je me réfère à ce texte officiel, si je me réfère à ce tableau 6, théoriquement, mes batteries sont considérées comme des articles. Donc, je n'ai pas l'obligation de faire une fiche de données de sécurité pour un article. Donc, je n'ai pas l'obligation de faire une fiche de données de sécurité pour ma batterie. Oui, mais. Oui, mais pourquoi je vous ai écrit oui, mais? Parce que dans la pratique, d'accord, on a, je vous ai cité des DREAL, je vous ai cité des inspections du travail, mais il n'y a pas que. Il y a dès l'instant où vous voulez envoyer des batteries par avion, la première chose qu'on vous demande quand vous voulez envoyer une batterie par avion, c'est quoi? Ben, c'est la fiche de données de sécurité en anglais. Donc, oui, mais on n'a pas l'obligation de rédiger des fiches de données de sécurité pour les batteries. Mais dès l'instant où vous voulez faire un stockage de batteries, comme j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps en Bretagne, la première chose qu'a demandé les installations classées au travers de l'ADREAL, c'est quoi? C'est les fiches de données de sécurité des batteries pour pouvoir autoriser et pour pouvoir initier la réalisation de ce stockage de batteries. Alors, Christophe, je t'attends juste 30 secondes. Je ne sais pas si tu vas en parler par la suite. Malgré tout, dans le transport, il y a quand même une obligation. Là, par contre, qui est claire. Il faut une certification UN 38.3 pour chaque batterie. On ne va pas pouvoir remettre au transport des batteries au lithium, parce que là, on parle de batteries au lithium, parce qu'il y a des batteries au plomb aussi, mais les Mm. batteries au lithium, il faut absolument avoir cette certification UN 38.3. Ça, c'est obligatoire. À côté des FDS qui sont encore un autre sujet. Voilà, je voulais Ouais. juste faire un petit Mm. aparté là-dessus. Ouais, tout à fait. Et pourquoi FDS? Parce qu'en fait, quand on regarde l'article 33 de REACH, hein, il y a une obligation, c'est de communiquer les informations sur les substances contenues dans les articles. Et souvent, c'est à ça que se réfèrent les instances, c'est qu'ils disent que bah, le meilleur moyen de communiquer ces informations-là, c'est au travers de la fiche de données de sécurité. Alors, dans la pratique, hop, c'est là. Bah, j'ai masqué le nom du client, en l'occurrence, mais dans la pratique, on fait des fiches de sécurité pour les batteries. Là, vous avez un exemple, hein, d'une cellule lithium-ion, d'une batterie lithium-ion, 3,6 volts. On voit apparaître les éléments chimiques constitutifs, d'accord, on voit apparaître la dangerosité. Donc on est bien d'accord, c'est un article, c'est un élément fini, il n'a pas pour vocation naturelle à libérer l'agent chimique dangereux, d'accord, mais on fait quand même apparaître la dangerosité, c'est la limite de la notion de fusion de sécurité, on fait quand même apparaître la dangerosité des éléments constitutifs de cette batterie qui apportent le danger. Sans ça, mon client n'aurait jamais pu importer par avion ses batteries d'un pays asiatique. Et ces batteries, vous les connaissez tous, puisque on va les retrouver notamment sur des trottinettes électriques et des vélos électriques.
Voilà, par rapport au temps imparti. Ouais, je suis bon, je suis avec 45 minutes, donc je suis bon. Voilà ce que je voulais vous présenter. C'est une information, j'en suis conscient, on ne rentre pas vraiment dans le détail. Ça peut être du coup un peu frustrant. N'hésitez pas via les adresses mail si vous avez des questions à soit Guillaume me cause, soit moi-même nous questionner pour approfondir un sujet. On sera à votre disposition pour cela. Voilà, Guillaume, je te relaisse la main. Je te Moi, remercie, j'attends. Christophe. Merci pour ton intervention. Ce webinaire est maintenant terminé.